Bonjour à tous et bienvenue dans ma pause diète, le podcast où on donne la parole aux diètes. Je m'appelle Alicia, je suis diète en devenir et je travaille chez Mon Suivi Diète, un logiciel pour les diètes. Chaque mois, je pars à la rencontre de diététiciennes et diététiciens passionnés par leur métier pour nous raconter leur histoire et nous partager leurs anecdotes, conseils, difficultés, réussites, questionnements et expériences. Diète en libéral, en hôpital, en clinique, en visio, à temps plein, chacun de mes invités partage ici sa vision de la diète, ses observations, ses coups de gueule, ses épreuves et la réalité du métier. J'espère que ce podcast vous plaira et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour. J'ai réalisé que ça faisait un petit moment que je n'avais pas pris la parole en début de podcast, alors me voilà. Je voulais juste vous dire que ça fait maintenant 4 ans que le podcast existe et que je me souviens comme si c'était hier quand j'ai dit à Marion et si on lançait un podcast. 4 ans plus tard, je suis toujours là, derrière mon bureau, le même où j'enregistrais mon tout premier épisode, après avoir rencontré Laurence Desvolder, notre Marseillaise préférée, Elodie Dacher qui nous a raconté comment elle a réussi son ascension, Solène Collin, spécialisée en pédiatrie, Nicolas Da Silva, qui est intervenu autant pour l'aspect réseaux sociaux que l'anorexie, ou encore Nouchka avec l'alimentation du sportif. Bref, de nombreux diètes avec des parcours tous différents mais ultra enrichissants. Je voulais aussi vous remercier pour vos écoutes, parce que c'est assez fou. Parce que des fois, je poste le podcast avant même de le mettre en ligne sur Instagram et j'ai déjà pas mal d'écoutes. Vous savez, ce podcast, je l'ai vraiment créé parce que quand j'ai commencé à vouloir être diète, je me disais mais quelle orientation je vais prendre ? Est-ce que je veux être diète en libéral ou en clinique ? Et chaque fois que je rencontre un invité, je veux tout savoir pour que chacun puisse peut-être se projeter. Bon, sinon, pour ce nouvel épisode, j'accueille Marie-Colette Abou, dont Marion m'a beaucoup parlé. Je l'ai rencontrée au salon de la FDN en 2024. Et Marie-Colette, c'est une ancienne juriste reconvertie en diète qui est diplômée depuis 2022 et qui, après avoir lutté contre une obésité morbide, elle a voulu redonner du sens à son travail. Elle s'est également formée à l'intelligence artificielle qu'elle utilise dans sa pratique au quotidien. Comment ? Eh bien, je vous laisse découvrir tout cela lors de notre échange et je vous souhaite une bonne écoute. Alors bonjour Marie-Colette, je suis ravie Bonjour. de te recevoir dans ce nouvel épisode de ma pause diète. Alors aujourd'hui, pour nos auditeurs, j'accueille Marie-Colette, donc, qui est diététicienne et qui a un ancien parcours de juriste et qui va nous expliquer un petit peu comment elle en est venue à la diététique et surtout toutes les subtilités qu'elle peut y voir justement avec son ancienne activité. Et voilà, je vais te laisser donc te présenter dans un premier temps, nous dire pourquoi la diète, ton parcours, tes difficultés et puis voilà. Merci beaucoup Alicia, bonjour. Je suis ravie d'être sur ce podcast que j'écoute depuis pas mal de temps, hein, et c'est vrai que les profils sont tous très différents et c'est ça que je trouve intéressant en fait dans le fait d'exercer ce métier. Alors, comme tu le disais justement, je suis diététicienne nutritionniste et pour parodier un titre de livre, je me suis rendu compte que ma deuxième vie commençait vraiment quand je me suis rendu compte que j'en avais qu'une. Et justement, le choix de devenir diététicienne, c'est vraiment un métier passion pour moi. C'est un métier, comme tu le disais, de reconversion pour lequel j'ai choisi d'étudier à partir de 2020. Donc, je suis en exercice depuis fin 2022-2023. Mais avant, j'avais une autre vie. J'étais, comme tu le disais, juriste en entreprise, plus précisément dans le monde de la finance, en fait. Et c'est vrai que c'était carrément un autre C'est clair. univers. Donc, voilà, j'ai vraiment fait le gros shift. Alors, bien sûr, comme beaucoup de personnes en reconversion, ça s'est fait petit à petit, hein. C'est quelque chose qui se fait progressivement, qui se prépare, qui demande quand même une bonne organisation. Mais je suis ravie de pouvoir exercer en tant que diététicienne à présent. Et surtout, ce que j'adore dans ce métier, c'est qu'il y a mille et une façons de l'exercer. Oui, Et il y a une liberté que j'ai trouvée et un sens qui me font l'apprécier d'autant plus. quand tu as annoncé, enfin parce que ça n'a rien à voir quand même le milieu où tu étais, Tout quand à tu as fait. annoncé la nouvelle à ta famille, à tes proches, même au boulot, ce pourquoi tu partais, comment ils ont réagi? Très mal.
Très mal parce que c'est vrai que le choix d'exercer en libéral dans un domaine qui était initialement pas le mien, de reprendre des études avec une vie de famille. Voilà, je suis mariée, j'ai 2 enfants. À l'époque, ma fille avait, en 2020, elle avait 4 ans. Donc c'est vrai que c'était quand même quelque chose d'assez fou, quoi. Ouais, j'imagine. C'était assez fou, c'était un gros challenge. Et c'est vrai que voilà, il y a cette peur qui est classique hein, quand même quand on change de métier, de se dire waouh, mais est-ce que financièrement ça va aller? Est-ce que bah, je vais avoir l'énergie pour mener de front plusieurs activités? Comment je vais pouvoir faire cette transition? Mais je pense que c'est des questions qu'il fallait que je me pose à ce moment-là. C'est vrai que voilà, j'ai vraiment décidé que finalement, bah, la santé, c'était quelque chose qui m'avait toujours intéressée. L'alimentation, la nutrition aussi. Et en fait, voilà, je pense aussi, je changeais de dizaine. Et je pense qu'il y avait cette volonté de se dire, non mais là maintenant, je rentre dans le dur. Donc il est temps que je choisisse la vie qui me correspond. Parce que c'est vrai que voilà, on se dit, je coche toutes les cases, j'ai ma checklist. Le petit chien, c'est bon. La maison, c'est bon. La voiture, c'est bon. Les enfants, c'est bon. Mais au fait, est-ce que je fais un métier qui a du sens pour moi? Est-ce que je me sens utile? Quelle est ma place dans cette société? Ah bah là, ça coince. Et de me reposer la question et d'aller vers un métier comme celui-ci, bah ça m'a aidé à trouver aussi une réponse, quoi. C'est quoi la première chose que tu as fait quand, tu t'es dit: «Bon, là, je sais, c'est bon, c'est ça que je veux faire»? C'est quoi la première étape que tu as faite? Alors en fait, c'est vrai que comme je l'ai dit, tout ce qui était nutrition, alimentation, bah, mon parcours personnel fait que ça a toujours été des sujets qui m'intéressaient. Et puis, je me disais, c'est vrai qu'on est beaucoup dans une société où quand ça va mal, on prend un médicament. On a sommeil, on prend un médicament. On est fatigué, on prend des vitamines. Et je me suis dit, mais en fait, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen plus naturel Et c'est vrai que finalement, bah, quand on mange, déjà, on a fait une grosse partie du travail si on mange ce qu'il faut. Et c'est ça aussi qui a guidé mon choix. Et l'autre chose, bah, le fait de me dire, bon, est-ce que c'est faisable de changer de métier? Bah, j'ai regardé en fait des parcours de personnes qui avaient entamé la reconversion et je me suis aussi inspirée de ça. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses maintenant avec Internet, avec les réseaux sociaux. On peut avoir accès à plein d'informations. Bah, de voir que bah, d'autres personnes y arrivent. Donc ça, c'était les premières sources d'inspiration. Et après, toutes les autres choses qui m'ont permis d'aller vers ce métier-là, c'était bah, déjà le fait d'avoir un compte, un CPF, Oui. donc de pouvoir financer ma formation parce que c'est vrai que mine de rien, c'est un investissement en temps, mais c'est aussi un investissement en argent. Puis voilà, me renseigner. Moi, je suis très... quand quelque chose m'intéresse, je vais aller voir tout ce qui gravite autour, les tenants, les aboutissants, en amont, en aval, interroger plein de gens jusqu'à ce que je trouve les informations qui m'intéressent. Et après, je fonce, je m'inscris. Parce que, ça me fait penser, ta reconversion, ça me fait aussi penser à Laurence Desvolder qui est intervenue Oui, sur le podcast et elle aussi, elle était rien à voir, elle était, dans le marketing, elle était chez La Redoute même et en fait, elle fait une reconversion, pareil, en plus elle avait, 2 enfants et oui. reconversion et elle me faisait rire parce qu'elle me racontait, elle me dit: «J'étais dans mon salon, il y avait carrément» elle a des grandes baies vitrées, elle me disait: «J'avais des feuilles partout». Elle me dit: «On n'y voyait plus rien, il y avait plus de lumière, les enfants étaient matrixés, il y avait des Ah oui, post-it dans toute la cuisine pour, les calories, les trucs, les tableaux des rations» et c'est est-ce que ça. c'était ça aussi toi? En plus avec ton ancien parcours, tu as fait du droit, je sais que le droit, il faut être, carré, il faut être organisé, il faut être très structuré, ça demande beaucoup, d'être structuré dans ses idées. Est-ce que du coup, même dans ton parcours en tant qu'élève, tu étais aussi, comme ça? Ah oui, tout Si à fait, Laurence tout passe à par là, fait. elle J'ai va des rigoler à mon avis, hein. rétro-planning. J'ai des rétro-planning pour tout. Tout est. Alors après, il y a une partie aussi de freestyle, mais c'est vrai que ouais, ouais, j'ai des j'ai des rétro-planning, j'ai des listes, des checklists, des to-do list. J'ai beaucoup de listes. Donc oui, oui. De toute façon, on est obligé en fait, comme on jongle sur plusieurs vies, vu que moi je travaillais en parallèle. Enfin voilà, c'est vrai que ça demande quand même une organisation. Mais par contre, c'est vrai que ce que je dis aussi, parce que je donne des coachings pour préparer l'épreuve d'anglais pour le BTS, ce que je dis, c'est finalement, parfois aussi, c'est aussi ma philosophie. Maintenant, j'ai appris à mes dépens que on peut pas toujours tout faire dans le dur. Et donc, aller aussi vers là où on se sent à l'aise et miser aussi sur nos points forts. Donc, bah voilà, si moi, je sais que la biochimie, c'était pas trop mon truc, mais par contre, les
les langues, le droit, l'économie, plein d'autres choses qui paraissaient plus concrètes, l'ATA, etc. Donc, j'ai misé à fond, j'ai investi dans des cours en plus pour avoir vraiment des très bonnes notes là-dessus et me dire, ben voilà, au moins, là où je maîtrise, ben, je vais vraiment maîtriser à 100%. Et je pense que dans tous mes accompagnements, même à mes enfants, je leur dis, ben, finalement, où sont tes talents? Et on va miser sur tes talents et on va travailler à fond dessus pour que vraiment, ben voilà, ben oui, c'est sûr, on peut pas tous être parfait, on peut pas être bon partout, mais là où on est bon, on va être vraiment très bon. Je pense que parfois, ben, ça aussi, c'est important. On est un peu dans une culture voilà, échouer, c'est difficile, enfin, c'est mal vu, etc. Finalement, échouer, c'est normal. Mais se donner aussi la chance d'aller vers des choses qui nous valorisent, qui nous font du bien, où on est fort, bah ça aussi c'est important. Et on n'est pas obligé tout le temps d'être dans cette culture du no pain, no gain, quoi. Et c'est ce que je dis aussi à mes patientes parfois. Allez aussi là, enfin on va commencer par travailler là où vous vous sentez plus à l'aise, et après petit à petit on va descendre dans ce qui est plus dur. Et du Ouais, coup ouais, on bien a sûr. déjà cette impression d'avoir Et tu me réussi disais, une étape. en plus, tu me disais tout à l'heure que du coup, dans ton parcours perso aussi, c'est aussi le cheminement qui s'est fait, c'est que tu me racontais que tu es aussi tu as été en obésité morbide. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que bah, ce qui a motivé aussi ce changement, c'est que je me suis retrouvée avec un très gros problème de santé au moment du Covid. Et je me suis dit, bah, en fait, d'être toujours à cette course, cette fuite en avant, avec beaucoup de charge mentale, avec beaucoup de choses que je m'impose, enfin voilà, mon travail m'impose, ma vie m'impose, à jamais me prendre du recul et à jamais me mettre aussi au centre de bah, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui me correspond, bah, finalement, ça m'a conduit à me retrouver dans cet état de santé qui était très mauvais et qui a été empiré par le fait que j'étais en situation d'obésité. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, là, ma santé, ça devient ma première richesse. Parce que finalement, tout ce qu'on peut mettre, tous les projets, tous les rétro-plannings qu'on peut faire, s'annule à partir du moment où on n'a plus notre santé. Et c'est ça aussi qui m'a fait réaliser que bah, là, maintenant, bah, être professionnel de santé, ça pourrait être aussi une opportunité. Quand tu dis, que tu t'es retrouvée, vraiment, face à ces problèmes de santé, est-ce qu'aujourd'hui, en étant plus alignée avec ton travail, du coup, ta santé s'est améliorée aussi? Alors, il y a 2 choses. La première, c'est oui, je pense que la santé mentale, c'est peut-être un peu tabou, mais c'est vrai que la santé mentale est aussi très importante dans la santé en général. Et le fait d'être sur un métier qui a du sens, qui me porte, dans lequel je trouve de la valeur, j'apporte de la valeur aussi, bah déjà ça, je suis beaucoup plus apaisée, je suis beaucoup plus alignée, comme tu le dis. Et il y a une autre chose, alors voilà, c'est vrai qu'on est dans une semaine un peu particulière, puisque on est autour de la Journée mondiale de l'obésité. C'est un sujet sur lequel je travaille beaucoup. Bah, mine de rien, pour moi, le fait de préparer la chirurgie bariatrique et d'avoir été opérée, ça a été aussi un outil pour aller mieux. Mais après, voilà, c'est comment dire. Moi, ce que je voyais, c'était un peu comme si ma vie était une pelote de laine tout embrouillée. Et c'était un des fils qui m'a permis de débrouiller cette pelote. Trouver le métier qui me plaît, retrouver une santé, parce que voilà, le fait de perdre du poids, de plus être en obésité morbide, bah, ça m'a permis de régler aussi bah, tous les autres facteurs de comorbidité. Même si, bah, en fait, quand on est en situation d'obésité, on l'est à vie, hein, et quand on a une chirurgie bariatrique, ça impacte notre vie pour toujours. Surtout quand on est une femme et que après notre vie, notre corps évolue, notre poids évolue encore plus que les hommes, je pense, du fait des hormones et de tout ce qu'on peut avoir, les événements de vie, quoi. Je pense que oui, ces deux choses-là, le fait d'avoir... En plus, c'était les deux choses, enfin, mon diplôme et la chirurgie ont eu lieu en 2022. Et donc, et c'était aussi le changement de dizaine, de l'approche de la quarantaine. Je pense que cette crise de la quarantaine, elle est pas que imaginaire. Il y a quand même quelque chose comme une prise de conscience et une envie de reprendre les rênes aussi. Et c'était ma façon à moi. C'est pas du tout parce que c'est vrai que parfois certaines personnes disent quand on a un discours autour de l'obésité, autour de la chirurgie bariatrique, c'est un peu en faire l'apologie. Moi, il n'y a pas du tout d'apologie dedans. Voilà, c'est mon cas à moi et c'est ce qui m'a moi permis d'avancer. Après, à chacun ses moteurs, à chacun ses besoins et sa façon de d'avancer, quoi. Et là, du coup, maintenant, tu officies en tant que diète, tu officies en visio ou tu as un cabinet? Alors j'ai les deux. Je suis en cabinet dans une maison médicale qui est
c'est en pourparlers pour devenir une maison de santé pluridisciplinaire, également en visio. Oui, oui, les deux. Après, c'est vrai que, comme je disais, la chance qu'on a dans ce métier, c'est qu'on peut vraiment l'exercer de différentes façons. Je développe aussi des formations, des ateliers en entreprise et en structure institutionnelle. Je travaille beaucoup avec mon CCAS, le CCAS de ma ville. Je travaille aussi avec la CPTS. Enfin, se créer un réseau, ça prend du temps, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui va soutenir aussi notre activité. Là, ça fait combien? Donc, ça fait, tu as été diplômée en 2020 ou tu as commencé ta reconversion en 2020 et donc tu l'as obtenue en 2022? Oui, je l'ai eu en 2022. Ouais, voilà, d'accord. J'ai été diplômée en 2022 Donc, tu et es jeune je me suis diète. beaucoup. Pardon? Tu es jeune diète, du coup. Oui, tout à fait, je suis jeune diète. Je suis jeune diète. Et c'est vrai que je me suis laissé le temps de me former pas mal avant de vraiment commencer les consultations. Donc, formation en ETP, formation un peu en gestion d'entreprise et plusieurs formations aussi, notamment pour accompagner la chirurgie bariatrique, pour la nutrition pédiatrique, enfin, pour pouvoir justement accompagner des personnes en situation d'obésité, quel que soit leur âge. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu et qui m'est très utile dans mon activité. Alors, tu as une petite particularité que j'aimerais bien qu'on aborde, c'est que donc avec ton ancien passif de juriste, tu t'es aussi beaucoup formé à l'intelligence artificielle. Et ça, aujourd'hui, d'ailleurs, tu nous en parleras un peu plus au fil de l'épisode, que tu proposes une formation à destination des diètes. Et ça, c'est un sujet assez intéressant parce que, sincèrement, là, je te le dis, je te le dis tel que je le pense, hein, je suis assez transparente. Moi, quand je pose mes questions, comme tu sais, je ne prépare pas mes épisodes, donc mes questions me viennent assez spontanément. Tu m'as dit, donc on a préparé, là, au moment où je vous parle, on a une masterclass qui est prête avec toi sur l'intelligence artificielle. Tu interviens aussi avec un ingénieur, je crois, en informatique, c'est ça? Oui, il est responsable informatique et Voilà. formateur en IA. Et moi, de mon point de vue, je me dis, mais quelle est l'utilité de l'intelligence artificielle dans le monde de la diététique? Parce qu'à part m'angoisser et me dire, on est en train de nous piquer notre métier, on va servir à rien, les plans alimentaires, tu peux les faire sur ChatGPT, j'en vois, hein. Moi, je suis en salle de sport, je suis dans une salle d'Aerox. La dernière fois, j'ai entendu quelqu'un dire, ah bah fais-le demander à ChatGPT. J'étais là, je me disais, mais alors comment on va arriver à ne pas se laisser déborder par tout ça? Bref, je suis en train de faire un petit monologue. Je te dis mon mode de pensée parce que c'est quelque chose qui m'a interpellée quand on en a discuté au salon sur lequel on s'est croisés de la FDN. Et Marion m'en a Oui. parlé aussi. Je me suis dit, alors là, je suis curieuse de savoir un petit peu qu'elle peut me proposer. Tout à fait. Bah écoute, c'est vrai que comme tous les nouveaux outils, on peut se dire waouh, mais en fait, ça va me prendre mon travail. Comment je vais aborder ce nouveau truc ou même c'est trop technique, ça me concerne pas. Et c'est le premier réflexe que j'ai eu. Alors comme tu le disais, moi, en tant que juriste, j'étais aussi chargée de conformité. Et le premier sujet sur lequel je travaillais, c'était la mise en œuvre du RGPD, donc le règlement sur la gestion, sur la protection des données personnelles. Et c'est vrai que je me suis dit, mais en fait, ça peut être assez risqué de manipuler de la donnée personnelle. Enfin voilà, en tant que professionnel de santé, j'ai aussi ce regard-là, puisque c'est quand même une donnée qui est très sensible. Quand on a les dossiers des patients, on a quand même des infos qui sont... Je te coupe, pardon, parce que c'est une question qui me vient. Ouais. Même, mais ça, je l'avais déjà entendu de la part de Marion. Même si on a les données patients, par exemple, tes données, il y a beaucoup de diètes qui fonctionnent encore comme ça, qui n'ont pas mon suivi diète, tu te rends compte? Oui. Ah là là, mais c'est pas croyable! Et j'entends souvent qu'elles fonctionnent par WhatsApp. Ah ben, normalement, ça devrait être des données cryptées en fait, parce que on peut pas échanger sur les données personnelles de santé comme ça Et librement qu'est-ce en que tu fait. appelles quand tu Et dis données personnelles? Ce serait, par exemple, on m'envoie ton bilan sanguin ou on m'envoie aussi des éléments, messages, comme ça? C'est, les 2 sur WhatsApp, hein? Ouais, sur WhatsApp. Les sur 2 sont WhatsApp. considérés comme des données médicales? Bah D'accord, oui. OK. C'est d'ailleurs, enfin, je vais dire un nom de société, mais
Doctolib est très rigoureux justement là-dessus. Les informations qui nous sont données par les patients sont assez cloisonnées et elles peuvent pas circuler aisément. Donc c'est vrai que selon comment ça peut être utilisé derrière pour des fins statistiques, pour des démarchages, même pour des questions d'assurance, etc. Enfin, en fait, maintenant, ce qui vaut cher, et très certainement tu le sais, puisque sur mon suivi diète, c'est aussi le sujet, bah, sur Internet, c'est les données. C'est les données, c'est ça qui se monnaie. Tu vois, c'est marrant parce que je sais qu'on est nous, chez Mon Suivi Diète, on Ouais, a la norme RGPD, on y c'est obligatoire, on hein. est Mm. on le respecte, mais pour moi, typiquement, chaque fois la dernière fois, je me suis fait la réflexion, je sais plus ce que je fais. Je crois Mm. que j'ai une ana je dois récupérer une analyse une prise de sang et je me pose la question parce qu'on avait commencé à en discuter une fois sur le salon et je me dis: «Mais là, mais qu'est-ce qu'ils vont en faire de mon bilan?» Enfin, je suis Alessia Ferrari, personne s'intéresse à moi, je suis pas Premier ministre, tu vois? À Mm. la limite, on s'en fout de ma prise de sang. Mais par contre, j'avais pas pensé à l'effet monétaire que ça pouvait avoir, tu vois? C'est ça qui se monnaie, en fait, hein. Mais comment Il n'y on a pourrait jamais être de... attaqués, nous, en tant que diète, si demain, à la limite, je passe par WhatsApp? Comment nous, en tant que diète, on pourrait être attaqués là-dessus? En fait, comme on est professionnel de santé, notre responsabilité est aussi engagée. Les données qu'on détient sur nos patients sont importantes et elles sont précieuses. Donc ça, c'était un premier point déjà sur lequel je me suis interrogée. Et je pense que c'est intéressant justement parce que c'est ce qu'on abordera aussi dans cette formation, de faire le point sur l'actualité et se dire, bah, la CNIL est là pour nous rappeler que en tant que professionnel de santé, on a ce devoir de vigilance. Quand on utilise même ne serait-ce que des fichiers papier, on met des choses, des informations dessus et il faut qu'on fasse attention à ce que ces données-là soient protégées, préservées. Et il y a l'autre chose aussi, c'est que l'IA finalement c'est un accélérateur. Donc on l'a vu, l'IA peut traiter beaucoup de données en même temps et en même temps elle peut aussi être un assistant. Donc moi je trouve que quand on est diététicien et surtout quand on est diététicien en libéral, mais aussi bon diététicien hospitalier, ils ont Oui, aussi c'est pas mal de choses coordonné. qui peuvent être utiles. Mais en tant que diététicien libéral, je pense que, enfin moi je parle de ce que je Ouais. connais, on a cette idée que quand même on est comme un chef d'entreprise. Et en tant que chef d'entreprise, eh ben, finalement on doit être un peu un couteau suisse. Parce que au début, en tout cas, enfin après mon suivi diète, vous êtes une grosse boîte, mais quand on est seul, bah, on doit faire la compta, Oui, on doit faire notre communication, on doit créer nos supports, et donc l'idée de gagner du temps, de gagner de l'efficacité, trouver des supports pertinents et être suffisamment impactant pour qu'on se dise, ah bah tiens, cette personne-là, ça va être la référence et c'est à elle que je vais m'adresser. Et ben ça demande beaucoup d'organisation, beaucoup de rigueur. Il faut vraiment se démultiplier, quoi. Du coup, bah, je me dis, par exemple, moi, pour mes ateliers, parfois, bah, j'ai quand même cette panique de la feuille blanche. Et je me dis, bah voilà, comment créer moi qui suis fan de liste, hein, comme j'ai dit, comment créer ma checklist, penser à tout, organiser le déroulement de mon atelier, etc. Bah, parfois, quand j'ai pas d'idée, bah, je trouve ça pratique de faire un prompt et d'avoir ce côté assistant 2.0 qui est l'IA. ChatGPT peut être une aide, enfin l'IA peut être une aide dans les notions de RGPD? Alors, pour les appliquer, tu veux dire, ou pour... Ouais, j'ai pas d'idée, les appliquer, les savoir, Bah, je pense que tu peux très bien proposer, par exemple, là on est en train de faire une petite, comme si on était en mise en situation, une sorte de cas pratique. Par exemple, tu veux créer un nouvel outil et tu te demandes s'il respecte RGPD, bah, tu peux peut-être dans ton prompt indiquer bah, le détail de ce que tu veux créer et voir si bah, ça correspond. Oui, je pense que tu peux l'utiliser pour avoir une première revue. Après, évidemment, si c'est quelque chose qui a vraiment des répercussions juridiques, fais appel à un avocat ou à un oui, juriste oui. spécialisé voilà, tu vois, en protection des données ou en même tout ce qui va être brevet, propriété intellectuelle, pardon, protection de la propriété intellectuelle, ça va être des choses comme ça, si tu veux vraiment quelque chose de plus abouti, quoi. C'est incroyable parce que j'avais pas vu cette notion-là et comment ça pouvait t'aider parce que c'est vrai, parce que même quand tu fais
quand tu fais tes factures, quand tu prends tes patients en charge, tout ce secret médical-là, effectivement, il y a des... Moi, je le dis souvent, hein, comme je te disais tout à l'heure, je dis souvent diète, que j'entends, ouais, bah alors on va passer par WhatsApp. J'ai dit oui, mais WhatsApp, il y a pas de protection des données. Et donc, du coup, ce que tu me disais tout à l'heure, c'est que les patients peuvent nous attaquer suite à ça. Bah, S'il y a une fuite de voilà, données c'est sur ça. WhatsApp, C'est ça. si, Il vaut mieux que les informations type bilan sanguin passent par des messageries protégées. Par exemple, alors Doctolib, ils ont Silo. Dans ma CPTS, on utilise Pandalab. Je pense qu'il y a plein d'autres outils qui sont un peu plus sécurisés. Je crois que j'ai vu un truc qui s'appelait Globule. Enfin voilà, ça se développe aussi. Donc il vaut mieux passer par des moyens un peu plus sécurisés qui vont crypter les données, qui vont avoir peut-être un code d'accès. Plutôt que vraiment les envoyer comme ça, ça reste quand même des ouais, informations ouais. à protéger. Je pense que c'est une notion qui est super, qui peut être vraiment intéressante pour les diètes et qu'il faudrait en avoir un peu plus conscience parce que finalement on n'en parle pas tant que Oui. ça. Donc je pense que ta masterclass va être intéressante. Et comment tu t'en es venu à te dire il faut que je fasse une masterclass là-dessus? Alors bah, justement parce que bah, en tant que diététicienne, je me dis bah, c'est vrai que en fait souvent c'est à partir de mes difficultés je crée l'outil comme beaucoup de personnes je pense. Je crois que c'est aussi la genèse de mon suivi diète, c'est dit bah tiens il n'y a pas d'outils qui Oui. correspondent voilà c'est ça et je me dis en fait l'IA pour créer alors certaines personnes vont me dire oui, mais ça enlève le travail des créatifs, etc. Mais bon, quand on est jeune diète et qu'on n'a pas forcément beaucoup de budget, c'est pas évident de prendre un community manager, c'est pas évident de prendre un créatif pour créer son logo, c'est pas évident, on n'a pas forcément le budget pour. Et pour un départ, enfin pour créer son site internet, etc. Et pour commencer, bah, ça peut être quand même intéressant bah, de savoir générer des images, de savoir créer des publications sur les réseaux sociaux. Moi, Oui, parce que voilà, moi j'ai une plume assez facile, mais je me rends compte que bah, pour mais certaines personnes, ça peut être une aide quand même de pouvoir échanger. oui, parce que finalement, ce qu'on omet de dire et moi, ce que j'apprends bon, moi, je me sens pas moins créative depuis que j'ai Voilà. ChatGPT parce que je m'en sers, déjà, je m'en sers comme correcteur. Oui, Alors lui, il peut voir passer des fautes d'orthographe chez moi. S'il pouvait me parler, il me dirait: «Mais, tu as appris la grammaire, à quel endroit? Raconte-nous parce que ça doit pas être dans le même pays, hein». excellent. Et bon et puis en plus des fois maintenant, tu sais bon heureusement je lis parce que sinon ce serait une calamité, mais je lui envoie les trucs et je fais plus Oui, attention et moi je me sens pas moins créative parce que je vais passer en fait du temps sur d'autres c'est ça. détails et je vais vraiment, lui donner mon idée. Par contre et ce que j'apprends, bah, parce que moi je suis une formation en parallèle de tout ce que je fais, je suis une formation en community Ah, manager donc génial. je suis alerte là-dessus. Ce que je me dis, c'est que par contre, il y a une façon de parler à C'est ça. ChatGPT qui te permet d'obtenir beaucoup plus de C'est ça. lui. Et ce qu'on appelle, et que tu disais très justement tout à l'heure, et les diètes qui nous écoutent, on n'en a peut-être pas conscience, ce qu'on appelle un Mm. prompt. Et moi, j'ai découvert ça quand je me suis mise à faire ma formation de community manager. J'avais un mentor qui me disait, mais il y a un prompt que tu vas, elle me donnait les prompts à lui envoyer pour tirer le C'est ça. meilleur parti de C'est lui-même. ça. Et ça, par contre, les prompts, j'ai l'impression qu'il y en a des tonnes et qui se basent sur ta Et ouais, problématique. c'est ça. Et toi, est-ce que dans ta formation, il y a des prompts justement calqués pour les problématiques des diètes? Alors, sur la formation qu'on va faire, et pas sur la masterclass, malheureusement, parce que en 3 quarts d'heure, ça va être difficile de travailler sur des prompts. Mais oui, on va mettre en place des exercices pratiques pour permettre de créer le prompt qui correspond à votre problématique. Donc, l'idée, c'est vraiment, on va créer des ateliers. L'idée, c'est, on va avoir une partie théorique, on va parler de la genèse de l'IA, de la protection des données personnelles, de comment gérer tout ça, du cadre. Et ensuite, on va avoir une partie pratique, mise en pratique, où chacun va créer soit des images, soit les prompts qui vont correspondre à sa problématique. Et ça, je pense que il y a rien de tel que la pratique pour réaliser en fait le potentiel de l'outil et de ce qu'on peut créer. Et,
Et comme tu le dis justement, bah oui, l'IA, ça reste un outil. Moi, je le prends vraiment comme un outil. Je le prends pas du tout comme un remplaçant, dans le sens où, ben, en fait, un outil, ça peut être, si on prend un marteau, soit ça nous aide à planter des clous, soit ça peut être un objet contendant sur une scène de crime. On est d'accord? Donc, en fait, il faut savoir comment s'en servir pour bien s'en servir. Oui, c'est pas faux. Voilà, ok? Donc, C'est pas faux du tout. Mais parce que j'aimerais aussi qu'on parle de la personne qui t'accompagne aussi sur cette partie-là, parce que ça prouve un petit peu de la véracité de ta formation. C'est que tu n'es pas seule sur la oui, tout à fait. formation, que tu as quelqu'un. Est-ce que tu peux nous parler de cette personne qui t'accompagne aussi sur la formation? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors j'ai fait le choix de travailler avec lui parce que justement il est formateur en IA. Il a travaillé avec plusieurs entreprises, avec plusieurs institutions publiques aussi, et c'est vraiment son métier. Donc et l'avantage c'est qu'il a vraiment une approche assez ludique et pédagogique. Il se met vraiment à portée des personnes qui sont à distance, en fait, qui sont à écran interposé. Et il va vraiment garder, en fait, le fil tendu entre lui et les participants. Et ça, je trouve que c'est super important quand on est sur une formation avec des outils techniques comme ça, qui parfois peut un peu donner ce sentiment que waouh, c'est compliqué, il y a trop de choses. Bah, lui, justement, il va donner vraiment les clés pour aborder de manière la plus simple et la plus opérationnelle possible. Donc, quand on sort de sa formation, on sait faire quelque chose. Et ça, je pense que c'est le plus. Moi, je vais apporter le côté, bon, j'ai voilà ce bagage sur l'aspect juridique, et j'ai aussi bah, mon expérience de diététicienne et les points sur lesquels je me suis dit, waouh, en fait, là, j'aurais besoin, là, j'aurais besoin, là, j'aurais besoin. Et comment utiliser l'IA pour que ce soit un assistant intéressant. Et lui, il a comment techniquement on met en place le projet. C'est une formation qui dure combien de Deux temps? jours. 2 jours avec combien de temps par heure, combien d'heures par jour, pardon? 7 heures par jour. Donc 14 heures, on va dire. 7 heures Voilà. par jour. Le premier jour, D'accord. vraiment sur tout le cadre. Bon, alors bien sûr, on fait avec des quiz, des choses assez vivantes. Vous le verrez pendant la masterclass du 24 mars. Voilà. Et après, le deuxième jour, on est vraiment sur une mise en pratique. Et donc la formation, on peut la retrouver où? On peut l'acheter où? On peut s'inscrire Alors où? sur mon site, il y a D'accord. déjà, voilà, là pour le moment, c'est une offre de lancement, donc ça va être avec un tarif un peu plus intéressant. Voilà, l'idée c'est vraiment bah, pour les personnes qui ont suivi ta masterclass, etc. Bien sûr, je pense que ça pourrait être un plus de pouvoir avoir des informations et de voir comment on travaille. Ça donnera un premier aperçu. C'est clair. Et puis ça peut permettre autant de se former sur la partie un peu avoir des notions juridiques, avoir des notions création de C'est contenu, ça. avoir des notions justement pour l'organisation. Donc oui, je pense que tu abordes trois thématiques qui sont relativement importantes dans la carrière d'une diététicienne ou d'un diététicien, Oui, quoi. tout à fait. Et tout à l'heure, je disais, voilà, c'est vrai que moi, j'ai une approche très avec un regard de diète libérale, mais je pense que même les diététiciennes en hospitalier peuvent être intéressées parce qu'elles créent aussi du contenu, tant des documents à remettre à leurs patients, ou même faire voilà, de la communication autour de leurs activités. Et je pense que c'est toujours un plus de gagner du temps, en fait. Donc, même pour les consultations et tout, c'est vrai qu'il y a toujours il y a toujours un moyen de perfectionner ce qu'on fait. Donc, voilà, moi, c'est ça, en fait. Je pense que s'il y a un truc que j'ai appris, c'est essayer d'optimiser tout le temps, gagner du temps, parce que finalement, voilà, la santé et le temps, c'est les deux trucs dont on manque tout le temps, et finalement, c'est ça la vraie richesse, c'est avoir du temps, quoi. Oui. Je te Tu me rejoins rejoins? totalement. Voilà, c'est quand on n'a pas le temps, c'est compliqué, hein, c'est compliqué, et plus on Oui, fait je de pense que choses, ça plus permet on se rend compte que voilà, le temps, c'est précieux, quoi. oui, je pense que ça permet de se dégager du Mm. temps. Et bah, écoute, enfin franchement, c'est un super, je trouve que c'est une proposition qui manquait en tout cas dans l'univers de la diététique, qui sort du commun parce que, d'habitude, bon, c'est vrai que c'est des formations, on fait des formations pour améliorer sa pratique, mais moins pour l'organisation en tant que telle et
gagner des tips en fait pour l'organisation, quoi. Ouais. Ouais, oui, c'est ça. Bah, écoute Marie-Colette, je pense qu'on a fait, on a fait le tour de ta carrière, on sait un peu plus sur toi, donc j'espère que ça donnera envie à nos auditeurs de venir te suivre, de venir rejoindre ta masterclass parce que sincèrement, je te cache pas, j'étais sceptique au C'est vrai. départ parce que je me suis dit: «Comment elle peut aborder la chose? Qu'est-ce qu'elle peut m'apporter?» Et finalement, bon, d'avoir un esprit critique, je trouve que c'est toujours bien. Et finalement, sincèrement, même quand on a discuté, il y a pas longtemps, quand on a commencé les prémices, de la masterclass, je me suis dit: «Mais en fait, oui, en fait, c'est même logique, en fait». Tu vois? Comme quoi, une idée qui peut paraître folle, après tu te dis, on en vient toujours à un stade où tu te dis: «Ah mais en fait, bah oui, ça manquait». Très bien. Donc franchement, j'encourage les diètes à aller voir ce que tu fais. Puis en plus, Marie-Colette est hyper abordable. Enfin, voilà, c'est beaucoup, beaucoup de joie et de rigolade. Merci à Donc elle toi. restera elle reste très disponible. Voilà et puis merci à toi d'avoir accepté, d'être parmi nous, de nous avoir quand même confié ton parcours et puis merci. Merci à toi. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous souhaitez aller plus loin sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans votre pratique, sachez que Marie-Colette animera une masterclass chez Mon Suivi Diète le mardi 25 mars à 12h30. Pour les abonnés Mon Suivi Diète, rendez-vous directement dans votre espace ressources. Et si vous n'êtes pas abonné Mon Suivi Diète, pas d'inquiétude, vous pouvez rejoindre la masterclass en vous rendant directement sur notre site internet dans l'onglet Masterclass. Bien sûr, la masterclass sera accessible en replay. Voilà, vous savez tout et je vous dis à très vite.